Imaginez un homme que presque personne n'a jamais vu en photo, qui refuse la moindre interview et qui esquive les caméras depuis des années. Ce même personnage vient pourtant de réaliser l'un des paris financiers les plus spectaculaires de la décennie. En un seul mois, sa société aurait engrangé jusqu'à 180 milliards de won rien qu'en pilotant des pétroliers dans l'une des zones maritimes les plus explosives du globe. Et avant de vous raconter comment, laissez-moi vous glisser un mot. Abonnez-vous, parce que cette histoire ressemble tellement à une fiction que vous allez douter de sa véracité jusqu'à la toute dernière seconde. Depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, la communauté internationale ne cesse de se demander qui, au fond, tire vraiment profit du chaos. Et la réponse qui circule aujourd'hui a de quoi surprendre. Ce n'est ni une major pétrolière, ni un fonds spéculatif américain, mais un armateur sud-coréen presque inconnu du grand public. Sinokor, aussi appelé Jangkeum Sangsun. Des semaines avant que les premières frappes ne s'abattent sur l'Iran, ce groupe s'était déjà lancé dans une razzia sur les VLCC, ces géants des mers capables de transporter à eux seuls près de 2 millions de barils de brut. Montant englouti dans l'opération, environ 7 milliards de dollars, soit environ 10 000 milliards de won. À l'époque, dans les cercles maritimes, la manœuvre avait fait grincer des dents. Multiplier ainsi les acquisitions représente un risque colossal. Chaque coque coûte une fortune en entretien, en assurance, en immobilisation. Plusieurs professionnels du secteur avaient qualifié le pari d'imprudent, voire de complètement déraisonnable. Mais personne n'imaginait alors à quel point les événements suivants allaient leur donner tort. Le détroit d'Ormuz s'est embrasé, entraînant dans sa chute les routes mondiales du pétrole. Les nations importatrices se sont ruées sur un marché à sec, cherchant désespérément des bâtiments disponibles, tandis que les pétroliers géants immédiatement mobilisables se comptaient sur les doigts d'une main. Sinokor, elle, détenait déjà une flotte immense, libre de tout contrat de long terme et de toute sanction, soit selon certaines estimations près de 40% des VLCC prêts à appareiller à l'échelle mondiale. Et là où les bateaux manquent, le propriétaire de ces navires devient celui qui fixe les règles. C'est sur cette route d'Ormuz que le vrai coup de maître s'est joué. Là où la plupart des armateurs refusaient de s'aventurer, terrifiés à l'idée d'une frappe iranienne, les navires du groupe coréen continuaient de sillonner ces eaux, acheminant du brut vers les zones plus sûres du golfe d'Oman. Certains auraient même navigué de nuit, transpondeurs éteints, invisibles sur les radars de suivi maritime, pour échapper à tout repérage. Une prise de risque énorme, mais des tarifs de fret nettement supérieurs à la normale en récompense. Bloomberg estime que la compagnie aurait empoché entre 60 et 120 millions de dollars durant le seul mois d'avril, soit environ 90 à 180 milliards de wons. Si le nombre réel de bâtiments engagés dépassait les chiffres connus, le gain pourrait être encore franchement vertigineux. Mais l'histoire ne s'arrête pas au simple transport. La guerre et les sanctions ayant bloqué une partie des exportations, les pays producteurs se sont retrouvés à court d'espace pour stocker leur brut. Or, un pétrolier géant immobilisé en pleine mer peut tout simplement servir d'entrepôt flottant. Les VLCC du groupe auraient ainsi généré un double revenu, celui du fret et celui de l'entreposage. Comme si cela ne suffisait pas, elle avait aussi positionné des navires du côté des Caraïbes et du golfe du Mexique, anticipant un assouplissement possible des sanctions sur le pétrole vénézuélien. 2 crises pétrolières sur 2 continents anticipées au même instant. Voilà un pari qui mériterait presque sa place dans un manuel d'école de commerce. Alors, qui se cache derrière une audace pareille? Un homme présenté comme le fils aîné du fondateur, le président Yoon Tae-soon, à savoir le vice-président Yoon Ka-hyun, un personnage insaisissable qui limite ses apparitions publiques au strict minimum et que même les vétérans du transport maritime international jugent mystérieux. On raconte qu'il pratique le judo à haut niveau et qu'il défie volontiers ses partenaires d'affaires à des bras de fer qu'il perdrait rarement. On dit aussi qu'il pilote ses opérations depuis des groupes de discussion privés, loin d'un siège exposé au regard. De quoi comprendre pourquoi certains, dans le secteur, plaisantent en disant qu'un véritable oracle dirige cette entreprise. Aujourd'hui, ce groupe attire tous les projecteurs. Lui qui bâtissait sa réputation sur le transport par conteneur étend désormais son emprise sur le secteur pétrolier et un accord est en cours de finalisation avec MSC, numéro 1 mondial du secteur, pour prendre part à ses activités. De quoi renforcer un poids déjà substantiel sur la scène du commerce international. Dans les milieux de l'investissement et du shipping, la stupeur domine.
Il ne s'agit pas de chance, répètent les observateurs, mais d'une lecture presque chirurgicale du risque géopolitique et des flux pétroliers. Pendant que les autres reculaient par crainte, cette compagnie coréenne attendait, navire prêt à appareiller. Personne n'aurait parié qu'un armateur venu de Corée s'imposerait un jour aussi fortement sur le marché du brut, et pourtant le calendrier parle de lui-même. Acheté juste avant le conflit, puis empocher la prime de fret qui suit. Sur un terrain aussi risqué, c'est toujours celui qui bouge en premier qui empoche la mise. Et ce n'est pas une première. Durant la pandémie de Covid-19, quand la planète entière tournait au ralenti, ce même armateur avait déjà pris une longueur d'avance. Des navires sécurisés en amont, puis relâchés sur le marché au moment exact où le fret explosait à l'échelle mondiale. Son chiffre d'affaires et ses bénéfices avaient alors plus que doublé, signant des records historiques. Quelques années plus tard, tandis qu'une crise sévère précipitait des concurrents entiers vers la faillite, la compagnie restait bénéficiaire en misant sur ses lignes courtes entre la Corée et la Chine, pendant que l'Europe et les Amériques voyaient leurs routes maritimes s'effondrer. Ce genre d'historique finit par révéler une chose essentielle. Dans le transport maritime, la victoire n'appartient pas forcément à celui qui possède le plus de navires, mais à celui qui sait lire les bouleversements du monde et oser bouger quand tous les autres hésitent encore. Sans cette capacité à anticiper l'avenir, ce pari resterait tout simplement inexplicable. Et c'est là que la boucle se referme. Car en Corée, il existe justement un genre narratif devenu une véritable obsession ces dernières années, celui des récits de régression où un héros revit sa vie en connaissant déjà ce qui va se produire. Né dans les webtoons coréens, ce courant s'est répandu grâce aux plateformes de streaming jusqu'en Amérique du Nord, au Japon et en Asie du Sud-Est, devenant l'un des codes majeurs du marché mondial du divertissement, avec des titres comme Solo Leveling, Omniscient Reader ou Marry My Husband, et des dizaines d'autres encore en production aujourd'hui. Difficile, après un tel dénouement, de ne pas y voir un écho troublant. Dites-moi en commentaire si vous pensez, vous aussi, qu'un scénariste pourrait s'emparer de cette histoire vraie pour son prochain succès. Et allez jeter un œil à notre vidéo sur les paris les plus fous de l'histoire de la finance.